Que là où on va avoir des politiques et des candidats qui parlent de programme, uniquement de débat d'idées. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une stratégie d'évitement. C'est de dire, ouais, mais enfin, vous vous rendez compte, le niveau, si aujourd'hui on parle même plus des idées, mais on parle... Non, mais en fait, c'est même pas ça. Bien sûr que le débat sur les idées, il existe. L'élection, elle se gagne sur le terrain. Beaucoup de candidats ou d'équipes de campagne essayent d'imaginer pouvoir faire campagne depuis leur canapé, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que beaucoup de candidats aujourd'hui, beaucoup d'équipes se mobilisent sur des choses qui ne rapportent pas factuellement des voix. Dans n'importe quelle entreprise du privé, t'embauches un cadre ou même dans le public, t'embauches une personne qui arrive. Tu sais que cette personne-là, elle sera opérationnelle dans 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les cadres supérieurs. Bonjour Aurélien Charrier et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Alors aujourd'hui, un épisode unique, exclusivement dédié aux élections municipales 2026. Bonjour Élie. Alors toi et moi, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît et on a souhaité enregistrer un épisode sur ces élections municipales parce que on partage tous les deux un constat. Un constat pas très optimiste sur la préparation des candidats. Et justement, en ce début de mois de septembre, on souhaitait évoquer un peu tous les sujets ensemble pour démontrer finalement aussi notre valeur ajoutée dans l'accompagnement que l'on propose aujourd'hui pour tous ces candidats qui, pour certains, sont déjà partis, mais pour d'autres, vont pouvoir travailler un certain nombre de sujets ensemble. Exactement. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'impréparation, sur le constat et sur finalement comment on démarre une campagne correctement et puis quelles sont les clés pour véritablement mener campagne sur tes sujets d'incarnation, sur les sujets liés exactement à comment on mobilise les électeurs. Oui, parce que toi et moi, on partage une expérience assez longue en tant que candidat, et notamment parce que toi aussi, tu as pu expérimenter le terrain, notamment aux côtés de Sébastien Lecornu. Exactement. Et justement, qu'est-ce que tu retiens des problématiques vécues de terrain à partager pour que on puisse évoquer les leviers que l'on vous propose face à ces différentes problématiques? Alors, j'ai accompagné en effet Sébastien Lecornu pendant 3 ans et j'ai fait des campagnes dans un peu partout en France, plus de 200 candidats et il y a des constats qui sont valables pour la majorité des candidats sur finalement les équipes, la capacité à mobiliser, le manque d'équipe, le manque de formation, toutes ces choses-là. Et donc c'est là où on a souhaité vraiment apporter de la valeur ajoutée sur comment on mobilise vraiment un électorat, comment on forme les équipes et comment on les aide à communiquer efficacement pour gagner l'élection. Parce que pour préciser en fait à nos auditeurs, donc on travaille tous les deux justement de par la complémentarité à la fois de nos parcours mais aussi de nos expériences, puisque toi tu es expert en stratégie de mobilisation et data. Donc on met à disposition des candidats que l'on accompagne. Et moi, je suis donc plutôt experte en stratégie d'incarnation, de communication. Et donc la complémentarité des deux fait qu'on peut préparer en amont un candidat, avoir une stratégie de communication qui soit déclinée de cette incarnation, mais qui ne soit pas déclinée que contextuellement parlant et de manière très vague, mais justement sur le terrain, au contact de la population. Parce que, rappelons-le, et on va un peu radoter sur ce sujet, désolé, mais il n'y a qu'un levier de mobilisation efficace, c'est celui du contact terrain avec les électeurs. Bien sûr, l'élection, elle se gagne sur le terrain. Beaucoup de candidats ou d'équipes de campagne essayent d'imaginer pouvoir faire campagne depuis leur canapé, sur les réseaux sociaux, en analysant tout un tas de chiffres et se disent que s'ils vont dans tel bureau de vote, ils peuvent gagner les élections ou que s'ils font suffisamment de publications sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ça peut changer la donne. La vérité, le nombre de likes aussi. Enfin, moi, voilà, c'est le nombre de likes sur les réseaux sociaux et devient de plus en plus un élément de confort pour se dire non, mais de toute façon, voilà, mon contenu il est lu, j'ai beaucoup de likes. Et la question fatidique, c'est mais est-ce que tu sais en fait qui like tes publications? Et est-ce que tu sais si ces personnes qui likent sont de potentiels électeurs? Est-ce qu'ils sont inscrits? Est-ce qu'ils sont électeurs dans ta commune, dans ta circonscription? La majorité des cas, non. Tu peux faire 1 million de vues. Si c'est 1 million de vues dans une autre commune, dans un autre pays, ça fait pas satisfaire l'ego, je le rappelle souvent, c'est tout ce que ça fait. Et du coup, faut vraiment aller chercher des voix systématiquement et se dire est-ce que ce que je fais me permet de collecter des voix et de mobiliser des électeurs. Il faut toujours ramener ça entre guillemets, aux vraies personnes, aux vrais gens. Et donc, le meilleur moyen de gagner une campagne, c'est encore que le vrai candidat aille voir l'électeur
en personne. Ça, il n'y a pas 36 000 méthodes pour le faire. Oui, parce que dans les constats qu'on a faits, toi et moi, on a vraiment des faiblesses au démarrage des campagnes. Et notamment, là, on le voit dans les sollicitations qu'on a déjà eues et qu'on a. C'est effectivement, un problème de positionnement, de posture et de leadership. Et moi, je ne cesse de le rappeler. C'est-à-dire que j'ai mis en place un accompagnement justement pour travailler sur cette notion d'incarnation, parce que un candidat ne peut pas partir en campagne s'il n'a pas à minima travaillé sur lui, sur ce qu'il incarne, et donc sur ce qui permet quelque part de rallier ses équipes à lui, et puis au-delà de ça, d'aller rallier les citoyens. Mais il y a un sujet mobilisant, c'est celui de la stratégie sur le terrain, parce que combien ne connaissent pas les bureaux de vote, les électeurs par bureau de vote, combien n'arrivent pas à avoir une structuration de mobilisation à la fois pour emmener l'équipe sur le terrain, et ça c'est un sujet qu'on partage aussi tous les deux, la formation des équipes dans la stratégie, mais aussi dans ce qu'ils sont sur le terrain au quotidien auprès des électeurs, puisque, rappelons-le, c'est jamais négligeable, mais les militants sont aussi la poursuite de votre incarnation, et donc sont l'image, le visage du candidat. Et puis derrière, on le voit effectivement, oui, les éléments de langage, oui, comment je vais m'adresser en fait aux gens sur le terrain, à la fois en porte-à-porte, mais aussi sur les marchés, et quel temps et quelle énergie je dois dédier à ça, comment je fais pour calculer mon nombre de portes par semaine, pour mobiliser mes équipes. Tout ça, c'est des choses que toi et moi on vit au quotidien dans l'accompagnement que l'on propose. Et qu'est-ce que tu partagerais encore comme constat des faiblesses en fait aujourd'hui des candidats, notamment ceux avec lesquels tu travailles? Tu as dit beaucoup de choses extrêmement vraies sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attarde. Tu as abordé un peu les stratégies de mobilisation, tu as parlé du porte-à-porte, tu as parlé des marchés, ce genre de choses. Pour moi, la vraie faiblesse principale, c'est de ne pas mesurer correctement l'effort et l'énergie qu'on applique dans cette campagne pour aller chercher des voix. C'est-à-dire que beaucoup de candidats aujourd'hui, beaucoup d'équipes se mobilisent sur des choses qui ne rapportent pas factuellement des voix. C'est-à-dire que comment on fait le meilleur meeting, ce genre de choses. Un meeting, ça rapporte pas de voix, on le sait, on le fait pour d'autres raisons. Et par contre, ces mêmes candidats qui nous disent « Moi, je veux une campagne extrêmement moderne, je vais faire du TikTok, je vais faire de la vidéo, ce genre de choses, c'est formidable. » Et quand on leur parle de porte-à-porte, ils te disent « Ah non, le porte-à-porte, c'est dépassé. » Quelle meilleure méthode existe à part le porte-à-porte? Tu vois, je lisais une étude passionnante qui explique que pour mobiliser une voix, la meilleure méthode, c'est le porte-à-porte. Une porte sur 14 ouverte, tu peux convaincre ça, tu peux mobiliser ça en une voix. En une voix. Si tu fais, je te prends un peu le exemple, si tu fais un tract, c'est 1 pour 100 000, donc autant dire que si tu veux gagner 10 voix en distribuant un flyer, un tract, il faut que tu distribues 1 million de flyers. Tout de suite, on se rend bien compte que sur les ordres de grandeur, dans une commune de 10 000 habitants, t'as pas assez d'habitants pour distribuer 1 million de flyers. Donc, il y a des choses qui fonctionnent pas. Après, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent, pour rentrer dans le détail si tu veux, mais il y a des choses passionnantes sur comment on crée des parcours d'engagement. C'est-à-dire que la personne vient potentiellement avec une pétition. Comment en rentrant par la petite porte d'une pétition, t'arrives avec un parcours d'engagement jusqu'à la mobiliser pour qu'elle aille elle-même toquer à des portes et faire signer potentiellement d'autres pétitions. Il y a tout un tas de choses intéressantes à mener, mais pour ça, il faut partir du constat que la meilleure méthode pour gagner une élection, c'est d'aller voir les électeurs en physique et de serrer des poignées de main avec eux. Alors moi, ce que j'ai énormément constaté par rapport à ça, quand on le propose aux équipes, il y a une espèce de stratégie d'évitement du porte-à-porte, tu l'évoquais. On essaye de se conforter qu'on peut aller chercher des voix autrement qu'au porte-à-porte. Pourquoi ? Parce que déjà, le candidat, moi j'ai beaucoup vu de candidats qui ont un très fort manque de confiance en eux. Manque de confiance et problème de rapport à l'image. Bien sûr. Et forcément, aller se confronter directement à un citoyen devant la porte, c'est affronter ces peurs-là. Donc moi, je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Et puis, il y a le candidat, mais imaginez l'équipe, c'est-à-dire tous ces gens qui sont mobilisés, qui veulent bien apporter leur temps dans la campagne, et qu'on va comme ça du jour au lendemain dire super, allez, on va faire du porte-à-porte. Mais là, vous multipliez les peurs
les problématiques des uns et des autres face à leur image, face au refus, parce que beaucoup ont une idée du porte-à-porte où ils vont se faire agresser, où ils vont se faire retoquer. Et donc, forcément, c'est jamais agréable, mais c'est jamais agréable pour l'ego. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut juste pas le prendre à titre personnel. Donc... Et quand même, c'est une expérience exceptionnelle. Faire du porte-à-porte, ça se passe quand même jamais mal. Non. Enfin, moi, c'est ça une fait des années que j'en fais. J'adore ça. Et c'est pas arrivé une seule fois où à la fin d'un porte-à-porte, je me dis plus jamais je le fais. Au pire, ce qui peut vraiment vous arriver en porte-à-porte, c'est une personne qui vous dit ça m'intéresse pas, je voterai jamais pour vous. Très bien. Et du coup, on a fait en préalable évidemment des formations porte-à-porte sur comment on gère ce cas de figure. C'est aussi ce qu'on apporte un peu, toi, sur l'incarnation du message du candidat, moi sur c'est quoi les messages qu'on apporte en porte-à-porte, c'est quoi la stratégie par rapport à un électeur qui est un peu plus hostile, un électeur qui est plutôt indécis. C'est pour ça que la formation, elle est fondamentale. Aujourd'hui, pour construire une équipe et une équipe qui soit vraiment mobilisée et professionnelle, parce que oui, faire campagne, c'est aussi professionnel, eh bien, il faut absolument accompagner les équipes. On ne peut pas aujourd'hui envoyer des gens sur le terrain comme ça, parler avec des citoyens, d'autant que, je le rappelle, il y a un élément fondamental, c'est le contexte. Le contexte sociétal aujourd'hui a changé. On n'est plus dans la campagne de 2020 qui a, pour le coup, été particulière, ni dans la campagne de 2014. Sociétalement parlant, les citoyens sont très en colère. Et là, n'en parlons pas parce que au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes avant le 8 septembre, donc nous ne savons pas ce que potentiellement il va se passer. Mais les gens vraiment ont une colère exacerbée. Et d'autant plus sur le terrain au quotidien par rapport à leur municipalité, parce que le maire et le candidat, c'est celui qui est le plus proche aujourd'hui des citoyens et le plus censé être connecté à ce que vivent les citoyens. Donc les attentes vont être très fortes dans cette dimension d'écoute, de prise en compte de leurs ressentis. Donc on ne peut pas avoir des équipes qui vont s'adresser n'importe comment à des citoyens qui sont sur un champ émotionnel hyper exacerbé. Tu as exactement dit tout ce qui importe, et dans les stratégies de mobilisation, il y a toutes ces choses-là qui te permettent vraiment d'aller au contact de l'électeur pour vraiment les écouter. Et c'est, je pense, ce qui manque un peu. On se posait la question tout à l'heure, qu'est-ce qui manque vraiment ? Ce qui manque, c'est du temps d'écoute de qualité, où on est à l'aise avec ses arguments, on est à l'aise avec sa posture, et où on va écouter les gens. Souvent, dans les peurs du porte-à-porte, sur les premiers, qu'est-ce qu'on fait en amont ? C'est trop tôt, mais qu'est-ce que je vais leur dire, par exemple ? J'ai pas mon programme, je suis pas prêt. Vous n'avez pas besoin d'avoir un programme pour faire du porte-à-porte. C'est ça. Avant d'avoir des grandes idées, il faut écouter les gens. Ouais. Et je pense que ça résoudrait quand même beaucoup de problèmes si les élus, globalement, les candidats aux élections, allaient juste toquer aux portes, discuter avec les gens et dire « Ok, là, tout de suite, c'est quoi vos problèmes du quotidien ? Comment moi, je peux vous aider à les résoudre ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux pas ?» Et être clair sur, finalement, quel est mon rôle en tant qu'élu, aussi apporter un peu de pédagogie. Comment je peux vous aider dans votre quotidien ? Et donc ça ne se fait malheureusement qu'en allant voir les gens, et qu'en les écoutant et qu'en discutant avec eux. Et je pense qu'on arriverait à résoudre un peu tous ces sujets sociétaux, si vraiment les élus passaient un peu plus de temps à écouter. Bien sûr. Écoute, empathie, disponibilité, proximité. Enfin, je veux dire, moi, ce sont vraiment les 4 points d'entrée sur lesquels je travaille au préalable avec les différents candidats dans la préparation de campagne, parce que, autre élément de contexte, toi et moi, on en discute souvent et vraiment, on essaye d'être au plus proche des candidats qu'on a avec nous pour leur faire comprendre que, et vous avez sans doute tous pu le constater, nombre de candidats depuis le mois de juin communiquent sur les idées. Les vidéos avec les idées de programmes sur la sécurité, sur le bien-être, des idées de programmes avant même le démarrage de la campagne officielle, et avant même d'avoir travaillé sur qui je suis, en fait. Sûr. Ça part dans tous les sens. Et moi, j'aimerais vraiment que les candidats puissent comprendre aujourd'hui que aucun citoyen n'est en disponibilité d'écoute sur des idées programmatiques. D'un truc qui se passe dans une éternité pour eux. C'est mars 2026 pour l'électeur. Surtout vu le contexte politique. En plus, vu le contexte, c'est dans beaucoup trop longtemps pour eux. Le seul enjeu maintenant, c'est comment on est prêt en tant que candidat, soi-même, parce que partir en campagne sans avoir été préparé... Et quelles que soient les élections, vu le contexte aussi. Bien sûr, quelles que soient les élections. Voilà. Alors, il se peut que nous entrions dans une nouvelle phase législative D'autant aussi. Plus, quand tu ne sais pas s'il y a des élections, tu dois être prêt. C'est-à-dire que si demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il y a une élection, on ne peut pas se dire « Ok, je serai prêt quand je connaîtrai la date de l'élection ». Non, il faut être prêt.
Et s'il y a une élection, on y va de manière sereine, rassurée. Tu vois, ça me fait un peu penser aux dernières législatives où les partis qui sont censés concourir un peu aux élections et aider les candidats n'étaient pas prêts. Ouais. Les partis n'étaient pas prêts pour soutenir leurs candidats aux législatives. Les candidats n'étaient pas prêts à être candidats. Et en structuration aussi, Et en c'est-à-dire structuration, qu'ils n'ont rien ils n'ont pas leur micro-parti, ils n'ont pas suffisamment collecté d'argent, quoique ça s'organise. Ils n'ont pas de support, ils n'ont pas de photos, ils n'ont rien. C'est extrêmement compliqué. Juste pour compléter un peu ce qu'on se disait avant, j'ai un exemple que j'aime bien prendre, je ne sais pas si je peux les citer, mais aux dernières présidentielles, plutôt 2017, on a un candidat aux primaires qui fait un programme riche, dense, 4 kilos, 1000 pages. Il fait moins de 3% à la primaire. Ça n'a pas aidé. Pourtant, son programme était, je vais pas juger le fond, mais en termes de quantité, c'était précis, c'était professionnel. Il y avait des idées. Et on a un autre candidat, Emmanuel Macron, qui arrive très tardivement. Son programme sort 1 mois à 3 semaines avant le premier tour. Ça lui a visiblement pas porté défaut, puisqu'il a remporté l'élection présidentielle, et puis 2 fois de suite. Donc, le programme n'importe peu, parce que l'élection n'est pas rationnelle. L'élection, elle est émotionnelle. L'électeur vote pas avec son cerveau. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des études là-dessus. L'élection, elle est émotionnelle. Et donc, on peut pas parler de l'émotionnel avec un électeur si on n'a pas travaillé son incarnation, ce que tu fais évidemment très bien avec ce candidat. Mais ta mission, c'est vraiment le début de je veux être candidat. Je travaille du coup mon incarnation, je travaille le message. Et ensuite, on arrive sur ma partie. Comment je mobilise mes électeurs. Comment on le traduit. Bien sûr. Sur le terrain et numériquement, puisque bien sûr. Un des enjeux aussi sur lesquels on est sollicité, c'est la stratégie digitale numérique, sachant que aujourd'hui, on met en place des stratégies pour s'adresser aux citoyens via les mails, via les SMS, mais avec des messages particuliers. Ça aussi, ça se travaille, ça fait partie des éléments. Et tu as face à toi aussi beaucoup de candidats qui ne savent pas numériquement comment, et tu parlais tout à l'heure de tunnels, de parcours d'engagement. De parcours d'engagement. Bien sûr. Ça, c'est fondamental. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur ce que tu as constaté ce que tu as constaté comme défaut et comment aujourd'hui tu pallies en fait à ces défauts pour amener un peu plus de structuration et de stratégie aux candidats dans le cadre de ce... Bien sûr. Je vais pas dévoiler tous les Non, secrets. c'est pas l'idée. On a quelques surprises que l'on ne dévoilera pas puisque ça fait aussi partie de la valeur unique que nous proposons dans le cadre de nos accompagnements. Mais il y a des choses qui peuvent être facilement mises en œuvre. Je parlais tout à l'heure de ce parcours d'engagement citoyen, comment je rentre par la petite porte et comment je finis finalement à être colissier si jamais c'est mon souhait, c'est le souhait du candidat. Comment on rentre finalement, donc sur de la formation, sur ce genre de choses et sur la petite porte qui devient la moyenne porte, puis la grande porte. Il y a des messages évidemment qui sont extrêmement ciblés. On n'écrit pas à les lecteurs de la même manière, on n'écrit pas aux militants de la même manière parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est du bon sens, c'est-à-dire que c'est des choses que vous feriez naturellement. Tu toques à une porte, tu vois une mère de famille avec un enfant en bas âge, peut-être que tu vas plus facilement lui parler de sujets qui... instinctivement pourrait être au cœur de ses préoccupations. La stratégie digitale aussi, c'est ça. Et la stratégie digitale, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas écrire aux gens en leur envoyant des messages qui ne soient pas ciblés. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui envoient un mail à 10 000 personnes avec le même contenu en disant « ça va marcher ». Un mail, c'est un message, on va faire simple. Donc si c'est un message, c'est forcément au moins une dizaine de cibles différentes. Donc, c'est 10 campagnes mail à 1000 personnes plutôt qu'un mail à 10 000 personnes. Ça, c'est évident. On le fait dans le quotidien. On ne s'adresse pas aux gens de la même manière parce que, évidemment, il faut leur parler de ce qui leur intéresse sans être démagogique. C'est juste vraiment de leur dire je vais pas, moi, si tu viens me voir et que tu me parles de retraite, là, tout de suite, c'est pas mes préoccupations du quotidien. Une mère de famille, c'est pas ses préoccupations du quotidien non plus. Donc, faut essayer vraiment de s'adapter toujours à la cible. C'est vraiment, vraiment important. Faut respecter les lecteurs, en fait, en soi. Et au-delà de ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans mes accompagnements de départ. C'est la notion de travail sur les styles sociaux, puisque on appartient, l'être humain est à peu près réparti dans 4 catégories de styles sociaux. Et donc, il faut comprendre et accepter que, à la base, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon face aux différents messages. Et juste pour donner un exemple, déjà, on va avoir des gens qui vont être beaucoup plus intéressés
dans les messages par la notion de résultat et d'objectif, quand il y en a qui vont être beaucoup plus intéressés par la notion d'expérience humaine vécue. Et déjà là, c'est un sujet dans la stratégie de mobilisation d'équipe. C'est-à-dire que quand on va venir chercher des gens pour venir faire partie de l'équipe, si on n'adresse pas les bons messages aux personnes de l'équipe et qu'on ne sait pas que lui, il est plutôt intéressé par l'expérience alors que l'autre, il est plutôt intéressé par la notion de résultat, eh bien le message est inaudible. Et c'est la même chose. Et après, on peut aller encore. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'actionne ce parcours-là parce que partir en campagne sans comprendre comment déjà le candidat fonctionne par rapport à ça, à quel style social j'appartiens. Voilà, est-ce que je suis plutôt contrôlant, est-ce que je suis plutôt analysant, facilitant, promouvant. Eh bien ça, c'est déjà fondamental. Après, savoir que et à chaque fois, il faut s'adresser sur ces 4 champs aux gens parce que on ne sait pas comment ils fonctionnent et donc pour certains il va falloir donner plus de chiffres, pour d'autres plus d'arguments, plus d'autres plus d'éléments de leadership pour aller les agréger. Tout ça, c'est fondamental et ça fait partie du parcours de base et ça fait partie de la stratégie de mobilisation, qu'elle soit à la fois devant les citoyens en porte-à-porte, mais aussi dans la stratégie digitale. Exactement, sur le terrain et sur Internet, la stratégie, elle compte beaucoup. Et ce que tu dis est extrêmement vrai et ça se traduit par exemple sur des documents de campagne. Quand tu dois penser sur le volet extrêmement rationnel, il faut mettre des gros chiffres, il faut des choses extrêmement précises, extrêmement concrètes. Il faut un peu d'émotionnel, il faut des photos qui soient concrètes pour les personnes qui sont plus dans un registre où ils ont besoin d'avoir des choses visuelles. Il faut arriver à parler à tout le monde avec des documents qui soient efficaces. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut permettre de faire ça. Et malheureusement, dans la majorité des cas, le candidat qui n'est pas accompagné ou qui est accompagné par des bénévoles motivés dont ce n'est pas le métier, dont ils n'ont pas l'expérience de mener des campagnes électorales, régulièrement on passe à côté du message central, on passe à côté de la bonne manière de parler à l'électeur. Oui. Et c'est un métier, c'est-à-dire qu'on n'irait pas vendre un produit en faisant appel à un prestataire dont ce n'est pas le métier. Bah là, le produit, c'est le candidat. Il faut faire appel à des gens comme toi et moi qui savent ce qu'ils font et qui, globalement, leur boulot, c'est de vendre des candidats pour qu'ils soient élus et que les électeurs achètent. Toi et moi, on a décidé justement de travailler ensemble là-dessus parce que on a constaté qu'il y avait beaucoup de défaillances dans les compétences des directions de campagne et on sait comment ça fonctionne sur le terrain. C'est-à-dire que très souvent, on a un tel qui est désigné directeur de campagne ou directrice de campagne par défaut, parce que le candidat se sent obligé de désigner quelqu'un. Mais il n'y a pas du tout l'expérience derrière. Et nous, on s'est dit, OK, pour pallier à ça, pour pallier aussi au manque d'accompagnement des partis, puisque aujourd'hui, c'est aussi une faiblesse des partis politiques, l'accompagnement en termes de formation et de stratégie pour les candidats. Eh bien, nous, on va proposer cette notion de direction de campagne externalisée, avec des professionnels qui vont être là, qui vont pouvoir à la fois à distance mais aussi sur le terrain quand c'est nécessaire accompagner les candidats pour structurer l'équipe, la former, la mobiliser et l'accompagner jusqu'à la fin du parcours parce qu'il y a une période d'entre-deux tours hyper importante à gérer aussi. Elle est importante à gérer parce que nous on a un regard avec la hauteur nécessaire et on sort du champ émotionnel de ce qui est en train de vivre le candidat au regard des premiers résultats, de ce qui est en train de vivre l'équipe, de ce qui est en train de se passer autour dans les pressions, quand il faut aussi faire des accords de liste, etc. Et ça, c'est un élément fondamental qu'on apporte, toi et moi, et surtout aussi dans la stratégie de mobilisation entre les deux tours, qui est déterminante, parce que je pense que là-dessus aussi, tu peux nous en dire entre ce qui peut se jouer entre le premier et le deuxième tour dans la stratégie de mobilisation, notamment aussi digitale. Bien sûr. On a des candidats qui sont pas prêts à partir en campagne. Ils sont pas prêts à affronter le premier tour. Ils sont pas formés, ils ont pas les équipes qui leur permettent d'avancer de manière sereine. Et on se parle là d'un deuxième tour. Donc il faut se dire que le lendemain de l'élection, donc dès le lundi matin, selon l'élection, on a 1 semaine ou 2 semaines avant le deuxième tour. C'est un temps extrêmement court pour avoir les bons messages, avoir les premiers supports, savoir dans quel bureau de vote aller cibler les électeurs, évidemment avoir récupéré les émargements pour savoir quel électeur a voté, qui n'a pas voté, essayer de commencer à analyser, identifier les profils types des personnes qui sont allées voter. Ces choses-là, elles s'apprennent. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'on peut récupérer les émargements, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Oui. Mais là, on est sur un deuxième tour. Il y a des gens qui sont candidats et ne savent pas, il y en a beaucoup, qu'on peut récupérer la liste électorale. Oui. Ce truc-là, c'est quand même...
J'ai failli l'oublier et je me dis, mais premier sujet, c'est récupérer la liste électorale. Au deuxième tour, évidemment, on regarde les émargements. Et puis, on commence à se dire, OK, c'est quoi le profil type d'électeur qui est allé voter? Est-ce que ça correspond à mon profil type d'électeur qui est censé voter pour moi? Est-ce que ma notion de socle s'est déplacée pour aller voter? Est-ce que ma réserve de voix s'est déplacée pour aller voter? Et là, on commence à calculer ce genre de choses. Faire campagne sur le terrain, c'est scientifique. C'est pas des choses qu'on estime comme ça en disant, bon, je sens un peu la météo, le vent me dit d'aller dans tel bureau de vote. Non, faire campagne, c'est scientifique. Dans quel bureau de vote je dois chercher combien de voix? Encore une fois, c'est des vrais gens derrière. Bien sûr. C'est des vrais électeurs. Donc, quel message je donne à quel électeur? Combien de voix j'ai besoin? Enfin, on remonte le schéma dans l'inverse, mais combien de voix j'ai besoin? Dans quel bureau ils sont? Est-ce que j'ai suffisamment d'électeurs ou pas? Est-ce que j'ai besoin de m'associer avec d'autres personnes? Et est-ce que ce que j'incarne correspond bien? Est-ce que je délivre le bon message? Est-ce que ce genre de choses? Mais vraiment, je pense que pour affronter un second tour, il faut démarrer le premier correctement. C'est peut-être le meilleur enseignement. Oui, et puis avant de démarrer le premier correctement, avoir posé les bases de sa campagne. Parce qu'il y a un élément aussi que j'ai vu, notamment au regard de la baisse du niveau d'engagement des élus. Une grosse partie, les chiffres parlent aujourd'hui et ils sont à plus de 30% des élus qui démissionnent à démissionner pour des problèmes de conflits en interne. Donc, ça aussi, c'est un sujet, c'est-à-dire que là où on va avoir des politiques et des candidats qui parlent de programme, uniquement de débat d'idées, et d'ailleurs ça aussi c'est une stratégie d'évitement, c'est de dire ouais mais enfin vous vous rendez compte le niveau si aujourd'hui on parle même plus des idées mais on parle non mais en fait c'est même pas ça. Bien sûr que le débat sur les idées il existe, c'est juste que moi j'aime bien parler de fréquence, c'est juste qu'aujourd'hui on a des politiques qui ne parlent plus du tout sur la même fréquence que les citoyens. Ça vaut pour le niveau national mais ça vaut aussi pour le niveau local, et aujourd'hui des gens qui sont déjà maires n'ont pas pris en considération que potentiellement il va y avoir un risque de dégagisme important, non pas lié à leur personne, mais juste lié au fait que on en a marre en fait du politique. Donc tous ceux qui vont incarner en fait une façon d'exercer le pouvoir politique qu'ils ne supportent plus, même si ils auront réalisé 80% de leur programme, ce ne sera plus le sujet de débat et de choix de vote, en fait. Et les alertes, elles sont là. Et moi, je trouve qu'il y a très peu de candidats en majorité qui préparent la campagne parce qu'ils se rassurent sur le fait qu'ils ont élaboré 80% de leur programme et qui, pour autant, ne sont pas en capacité de dire quels sont les citoyens de leur ville qui ont pris conscience de ça. Voilà, l'autosatisfaction de la réalisation, ok, mais c'est qui est content en fait de cette réalisation? Quelles sont les attentes nouvelles de mes citoyens? Parce que entre la réalisation du programme et la prise de conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sociétalement parlant, mais ça va très vite. Le pouls peut changer très vite. Et en plus, on est sur un mandat qui est un peu particulier, 2020-2026. Oui. Parce que post-Covid, il y a plein de gens qui ont déménagé. Alors déjà, il y a une statistique de la Poste, c'est en moyenne, dans les communes un peu taille moyenne, c'est 12% de rotation de déménagement, intra-commune et extérieur à la commune. Mais 12% de ton électorat, globalement, qui déménage. Donc, ils sont pas dans les mêmes bureaux de vote, ils sont peut-être partis, ils sont peut-être arrivés. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des zones urbaines, qui sont passées dans des zones un peu périurbaines, parce qu'ils ont eu besoin d'avoir un jardin, parce qu'on a tous vécu après le Covid cette envie un peu d'être un peu au vert et moins enfermé dans les grandes communes. Donc, il y a des gens qui ont déménagé. On a vécu un mandat de déménagement. Et dans certains arrondissements de Paris, dans certaines communes de France, petites ou grosses, parfois, entre le début de mandat et la fin de mandat, tu peux avoir la moitié de ton électorat qui a changé. Oui. Donc déjà, il y a ça. Si tu les connais pas, si tu vas pas les voir, que tu leur adresses les mêmes messages que ce que tu imagines a fonctionné en 2020, parce qu'on fait la même campagne, ou en 2014, c'est le scandale assuré. C'est-à-dire que toi, tu peux pas, en tant que candidat, te dire... Je vais voir un électorat que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, par force des choses, lui adresser un message que j'estime va marcher, sur un bilan que ton électorat ne connaît pas, parce qu'il a déménagé entre-temps, il est arrivé ou de toute façon ça ne l'intéresse pas, et te dire, c'est bon, je vais gagner comme ça, il y a la prime au sortant, c'est bien. Oui. Enfin, la prime au sortant, c'est 2 à 3 points. Ça ne fait pas une élection, 2 à 3 points. Mais ce que tu dis est très important parce qu'en plus, c'est souvent appuyé parce que le candidat a autour de lui pas toujours les mêmes personnes et s'appuie finalement quand il dit je vais tâter un peu le pouls au marché ou quoi, mais en fait c'est toujours les mêmes individus, j'ai un de mes amis toujours les mêmes secteurs. J'ai un de mes amis qui dit, c'est un peu vulgaire, je suis désolé, j'ai un de mes amis qui dit quand t'es élu, quand t'es maire d'une commune,
il y a toujours les 1000 personnes, faut pas dire les 1000 connards, qui viennent te pourrir la vie. C'est les personnes qui globalement gravitent autour de l'élu, que tu vois à tous les jours au marché, qui viennent te voir, qui te sollicitent pour plein de choses, ce genre de choses. Ces gens qui vraiment te pourrissent un peu le quotidien. Et c'est les 1000, t'as un groupe de 1000 personnes globalement dans une commune qui vient et qui te dit bah voilà, moi je veux ce genre de choses, mon problème c'est ça. Et en fait, ça t'éloigne et ça te met dans une tour d'ivoire où l'électeur qui représente la majorité, lui, ne vient jamais te voir. Non. Donc si l'électeur vient pas te voir, que les seuls qui viennent te voir, c'est ceux qui ont toujours des problèmes, qui veulent toujours que leur trottoir soit refait, que machin, que tout ça, faut le faire. Mais tu peux facilement en plus être cannibalisé par tous ces gens en pensant que c'est bon, j'ai traité ma population, c'est fait, parce que Madame Michu, elle ne se plaint plus. Oui, mais il n'y a pas que Madame Michu. Hein. Madame Michu, si elle représente 3, 4, 5% de ton électorat, bah, ça ne fait pas le reste qui vote. Non. C'est comme si, dans la perception que j'ai, moi, c'est comme si certains ne voulaient pas voir. Ouais. Tu vois, il y a cette notion un peu confortable, mais encore une fois, hein, on joue sur la peur d'aller se confronter, et c'est l'ego derrière, c'est mais je veux pas voir parce que finalement, potentiellement, s'il y a des gens qui m'aimaient pas, s'il y a des gens qui étaient pas contents, qui avaient pas apprécié ce que je faisais, ça. Et ça, c'est un sujet. Et tant que les candidats refuseront en fait de le travailler, en tout cas, même ne serait-ce que d'avoir la lucidité de le voir en face, eh bien, il part en casse-pipe, en fait. Hein. Et là, vraiment, enfin, toi et moi, on met l'alerte systématiquement. 2026, cette campagne-là est totalement inédite. Voilà. Et beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Bien sûr. Alors, bien sûr qu'il y aura des sujets de fond fondamentaux et on voit bien que la notion de sécurité qui n'était pas forcément prépondérante sur certaines communes va devenir quasiment le sujet clé. Mais aujourd'hui, comment vous allez distinguer en fait des candidats qui vont tous parler de la sécurité, qui vont tous vous parler de la police municipale, armement par armement, effectif et vidéoprotection. Ok. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, vraiment, il faut que les gens prennent conscience et les politiques prennent conscience que les sujets vont être quasiment identiques dans les collectivités parce qu'il va y avoir 2 à 3 thèmes clés. Mais aujourd'hui, c'est comment vous prenez de la hauteur pour vous distinguer par rapport à ces sujets-là. Parce que au-delà des sujets, c'est vous. C'est vous qui allez être le levier, l'élément clé. Et c'est vous qui allez être le manager. Et moi, j'insiste vraiment sur cette notion de management parce qu'en France, voilà, le management, c'est la problématique partout. Que ce soit au niveau politique ou au niveau des entreprises. Alors, les entreprises ont pris de l'avance et aujourd'hui ont vraiment compris en quoi, notamment, l'intelligence émotionnelle était un levier de management. Mais les politiques, pas du tout. On se le disait tout à l'heure. Dans n'importe quelle entreprise du privé, t'embauches un cadre ou même dans le public, t'embauches une personne qui arrive. Tu sais que cette personne-là, elle sera opérationnelle dans 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les cadres supérieurs. Et qu'au début, même si elle a de l'expérience, même si elle a des compétences, sa capacité à être pleinement dans son poste, ça demande un temps d'adaptation. Et en politique, c'est peut-être le seul domaine où on se dit je peux prendre quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a pas d'expérience, dont c'est pas son métier, parce qu'il n'y a pas de métier de militantisme, sauf chez les syndicats qui ont une expérience évidemment professionnelle et avérée. Mais globalement, le militant qui vient faire campagne, il l'a jamais fait, ou s'il l'a fait, il n'a jamais été formé pour. Et en politique, on se dit c'est ok, je peux prendre quelqu'un, lui donner un tract comme élément de langage et lui dire hey, prends ce tract, lis-le, vas-y, va toquer à des portes. Ouais. Je sais pas dans quel monde on dirait un cadre d'une entreprise privée. Non, mais ok, lis la brochure de la boîte et puis va décrocher un contrat. Ouais. On oublie de prendre l'être humain dans sa dimension, en fait. Voilà. Mais vraiment l'être humain. C'est-à-dire au-delà du militant qui est motivé, mais comment il fonctionne et qui il est. Mais là aussi, c'est l'écoute de sa propre équipe. Parce que on voit bien aussi, là, on est début septembre, là, moi j'ai des candidats qui me disent j'ai un problème de mobilisation. Bien sûr. En fait. Et ça, c'est le cœur du sujet. J'ai un problème de mobilisation. Aujourd'hui, comment je donne envie à mes équipes, parce que bon, tout le monde partage le constat qu'il faut faire tant de portes, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais face aux problématiques à gérer quotidiennes entre le travail, la vie de famille et la vie de couple, j'arrive à trouver personne qui veut faire le job. Oui, mais en fait, ou alors ceux qui veulent avant même d'avoir fait le job, ceux qui se disent non, attends, moi d'abord tu me dis quelle place je vais avoir, c'est ça. Et au regard de la place que j'aurai, je vais déterminer le temps que je vais y accorder. Alors que normalement ça se fait dans l'autre sens.
Mais c'est marrant. Du coup, tu as des candidats qui se posent la question de la mobilisation. C'est formidable. Moi, j'en ai encore beaucoup qui sont pas à cette étape de la mobilisation, sur lesquels il faut les accompagner. Sur tout ce qu'on se disait, on peut avoir un super programme, il faut vraiment aller sur le terrain, avoir des équipes. Et en fait, tout est lié. C'est-à-dire que si on a un bon récit, on a parlé de ça sans vraiment citer, mais si on a un bon récit au début, qui est mobilisateur, on va agréger évidemment des énergies et on va arriver à avoir suffisamment de personnes. Globalement, il n'y a pas besoin d'une armée mexicaine pour faire campagne. Il faut des gens qui soient convaincus et qui soient plein de bonne volonté pour faire campagne. Ça, une fois qu'on a dit ça, ça correspond à beaucoup de personnes. Oui. Comment tu les gardes, ces gens-là? Parce que tu as des gens qui vont être déçus de la politique, ils ont fait une autre campagne, ils ne sont pas arrivés à avoir la place qu'ils voulaient, ou ce genre de choses, ou ils ont été un peu déçus parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Et on est clairement dans la création du lien humain, où on a souvent, dans toutes les campagnes locales, nationales, un peu maltraité les citoyens, les électeurs, mais aussi les militants. Oui. C'est-à-dire qu'on ne les a pas formés. On leur a dit que si on avait perdu, c'était aussi un peu de leur faute. Je ne parlerai pas d'une élection présidentielle que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, mais on a une candidate qui, dans certains départements, n'avait pas de militants. Ouais. Tu es candidat à l'élection présidentielle, comment tu peux ne pas avoir de militants? Et c'est pas qu'ils sont pas là, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est pas qu'il n'y a pas de socle électoral, il y a forcément des gens qui ont voté pour elle. Mais il s'avère que dans certains départements, le récit n'était pas arrivé jusqu'aux militants et l'incarnation n'était pas là. Ce qui fait que le militant dit pourquoi j'irais mobiliser pour cette personne? Je ne crois pas moi-même dans cette campagne, pourquoi les électeurs iraient croire là-dedans? Donc, le récit fort aide inévitablement à mobiliser sa propre base et son propre socle, ses propres militants. Et une fois qu'on a ça, on les forme. C'est vraiment super important de les former. C'est pas qu'ils sont mauvais ou c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'en fait, il faut respecter les gens, il faut leur donner les clés. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient importants pour cette campagne, qu'ils font les choses correctement, ils peuvent aussi former d'autres personnes. Donc, on arrive dans un schéma qui est vraiment vertueux. Les militants un peu plus experts forment les nouveaux. On a des vrais parcours d'engagement qui se créent. On peut gamifier un peu tout ça avec le badge du meilleur porte-à-porteur, ce genre de choses. On peut vraiment faire des choses assez marrantes. Moi, j'aime beaucoup implémenter ce genre de choses. Et puis surtout, il faut des moments de convivialité vraiment importants pour garder les militants après la campagne. Tu vois, on voit souvent les électeurs nous dire mais je vous vois que pendant la campagne. Bon, ça, il y a 1000 options. Faites du porte-à-porte en dehors de la campagne. On revient au sujet de tout à l'heure au début. Mais pour les militants, c'est pareil. Vous ne m'appelez que quand vous avez besoin de moi. Et puis en plus, les tâches pour lesquelles vous m'appelez, c'est toujours... coller des timbres, machin. Les trucs, coller les affiches à des heures. Moi, j'adore faire ça. Mais j'adore faire ça parce que derrière, il y a aussi ce côté... Parfois, on prend un café avec le candidat et c'est sympa et on a passé un bon moment. Et puis, on a parlé de choses qui sortent un peu du quotidien. On s'est tous élevés un peu intellectuellement en discutant de sujets un peu différents. On a créé cette vraie communauté avec d'autres militants. On se crée des vrais amis. Je me suis fait beaucoup d'amis en politique, en militant avec eux, en passant des jours, des heures carrées à militer sur le terrain. C'est la dynamique. Hein. Mais c'est aussi pour ça que, toi et moi, on a eu cette ambition de pouvoir créer un vrai pool de campagne, de gestion de campagne externalisée, parce que les campagnes, on adore ça. La dynamique qui est créée. Et puis, nous, on aime aussi déployer notre propre dynamique auprès des candidats et des équipes qu'on accompagne, parce que c'est la dynamique collective qui fait que ça réussit aussi. Bien sûr. Et sans dynamique, globalement, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir le meilleur récit. Tu peux avoir le meilleur candidat. Si derrière, tu n'arrives pas à incarner vraiment cette chose et à mobiliser ton électorat, tes militants d'abord et ton électorat ensuite, tu regretteras ta campagne. Tu vivras pas le truc comme tu veux. Enfin, une campagne, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour ceux qui ont déjà fait des campagnes, ils le savent. Hein. Mais pour le primo-candidat, faire une campagne, c'est exceptionnel. C'est vraiment, humainement, c'est tellement enrichissant. À la fois parce qu'il y aura forcément des tensions internes, on en parlait. Et là, d'autant plus, pendant que j'y pense, mais c'est vrai, il y a un élément clé qu'on n'avait jamais vu, qui est assez inédit. C'est au sein même de majorités. Bien sûr. Beaucoup de majorités se sont effritées, mais liées justement à ce que je disais tout à l'heure sur de plus en plus de conflits en interne. Il y en a beaucoup de candidats qui partent contre, qui étaient dans la majorité, qui étaient adjoints, qui partent en fait contre le ou la maire de leur propre majorité. Et donc là, on tombe sur un sujet qui est à la fois passionnant et qui pourrait être très très long. C'est ces gens-là, ils partent avec pas mal d'informations
sur le candidat en face, sur la capacité à faire des choses qui parfois sont dans les limites acceptables ou pas. Et donc, ça donne des billes à votre adversaire. Et on en voit tous les jours. Et puis surtout, on peut donner un petit exemple. Hein. Surtout que là, on est rentré depuis hier. C'est ça. L'utilisation des moyens de la collectivité au service de la campagne. Ça, c'est formidable. Ça, c'est exceptionnel. On a des élus, évidemment, je ne donnerai pas de nom, mais on a des élus où c'est pas leur premier mandat en plus. Hein. Donc, tu vois, c'est des gens qui ont de l'expérience, quoi, et qui te disent, mais moi, je sais faire. Oui, moi, je sais faire. Tu as voulu poster une vidéo promotionnelle sur un projet qui sort de terre là, où l'intégralité du discours est extrêmement politique, sans antériorité, quelque chose d'entièrement nouveau, financé par l'argent public sur le tournage de la vidéo, diffusé sur tes réseaux sociaux perso, enfin vraiment le cumul de choses. Le mélange de tous les genres. Et tu vois, on n'est pas là pour faire peur aux gens, mais un peu quand même. Le risque pour le candidat, il est à la fois pénal, sur pas mal de sujets, surtout quand il est maire, d'autant plus. Mais il est aussi évidemment civil, politique et moral. C'est l'inéligibilité derrière. Bien sûr, ça, mais les candidats ne se rendent pas compte. Il y a la petite erreur peut amener au non-remboursement des comptes de campagne, non-remboursement des comptes de campagne, inéligibilité sur la tête de liste. Voilà. Vous avez Micheline qui a payé un truc avec sa carte qu'elle n'aurait pas dû, qui en plus était probablement pas autorisé. Bam, ça. Et ça, c'est l'élément vraiment négligé. Tout ce qui a trait au compte de campagne, et moi je le redis, c'est aussi un des éléments clés du fait qu'on a souhaité mettre à disposition cette gestion externalisée de campagne, parce que à nos côtés, on a tous les experts, quelles que soient les thématiques, et notamment les experts financiers, parce que la problématique du candidat, c'est qu'une campagne, c'est génial, mais c'est énergivore. Et nous, ce qu'on veut avant tout, c'est pouvoir procurer en fait au candidat et à son équipe la sécurité, qu'il puisse canaliser son énergie sur là où il doit la mettre, c'est-à-dire sur le terrain auprès des citoyens, et non pas à gérer et à avoir peur et à stresser sur tous ces éléments associés, c'est-à-dire avec qui je vais travailler, et est-ce qu'on est sûr en fait que la dépense qu'on a faite là, elle est OK avec le compte de campagne, tous ces éléments, et avec quel graphiste on va travailler, est-ce qu'on est sûr que le graphiste, parce que ça arrive, a bien mis les mentions légales, enfin tout ça, nous on le sait, et donc on travaille avec, on est capable on a tout internalisé, c'est-à-dire du choix du photographe au graphiste, et toi tu le fais aussi, on a la capacité de travailler jour et nuit pour produire en un temps record des documents qui soient en plus accessibles, qui soient validés, qui soient conformes, réglementaires, tout. On a pensé justement à tout pour sécuriser le candidat et l'équipe, pour que l'énergie, elle soit à destination du travail de terrain, et que la charge mentale sur tous les aspects juridiques et financiers soit plutôt reportée sur nos équipes à nous, pour assurer justement cette qualité d'accompagnement. Ouais, exactement. Le vrai enjeu du candidat, c'est d'être sur le terrain. C'est-à-dire que il ne peut pas se préoccuper de choses qui le détournent du terrain. Et ce qu'on fait, c'est permettre au candidat de gagner du temps, permettre à ses équipes, à son moniteur financier, à son directeur de campagne, de faire des choses en toute sécurité, tu le disais, en toute sérénité, sur OK, j'ai pas beaucoup d'heures dans une journée de disponible pour aller revoir des électeurs. Comment j'optimise au maximum mon temps en tant que candidat, c'est d'aller voir les électeurs, c'est d'être sur le terrain. C'est pas de commencer à gérer des petites problématiques qui peuvent devenir des grosses. Et pour ça, il y a des prestataires comme toi et moi qui justement accompagnent les candidats à la fois sur le volet juridique, sur le volet conception graphique, sur ce genre de choses. Et là, ça s'invente pas. Soit on sait, soit on sait pas. Soit on est inéligible, soit on l'est pas. Enfin, voilà. Mais derrière tout ça se cache toujours la fameuse question de la professionnalisation. Bien sûr. La professionnalisation du rôle d'élu. Et tant qu'il y aura un tabou à évoquer ces choses-là, on continuera à avoir en fait des candidats qui ne veulent pas prendre en considération le fait que oui, c'est professionnel, une campagne. Oui, c'est professionnel aussi quand on est élu, notamment au regard de la charge qu'on a de plus en plus sur le terrain tous les jours. Donc toi et moi, on a dédié cet épisode justement à pouvoir évoquer ensemble les constats,
Mais surtout, voilà, les leviers. On a plein de leviers. On a notamment, toi et moi réfléchi, on a en capacité de livrer une plateforme collaborative pour que chaque candidat puisse éditer rapidement ses propres documents, rien qu'à par rapport à une photo, qu'il puisse avoir la déclaration de candidature, l'affiche pour une raison clé. Et on en revient aux aspects financiers. On sait, toi et moi, qu'une campagne, ça coûte cher. C'est pour certains de l'argent public, pour d'autres, c'est de l'argent personnel. Donc voilà, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir mutualiser, parce que dans la façon dont on a voulu cet accompagnement, c'est de mutualiser en fait les charges de cet accompagnement au profit du plus grand nombre de candidats pour permettre justement d'avoir un accompagnement qualitatif, sécurisé, mais aussi à disponibilité et à disposition des petits candidats sur les petites communes qui n'ont pas de prise en charge, de pouvoir leur permettre d'accéder à ça aussi, parce que la formation, c'est pas que les grandes collectivités, c'est pas que les intercos, c'est aussi dans le milieu de la ruralité, dans les petites collectivités, parce que chaque citoyen fonctionne de la même façon. Il y a besoin d'une incarnation, et il y aura encore besoin d'une incarnation demain, encore plus que jamais. Et puis, qu'on soit candidat dans une petite commune ou dans une grande commune, on a besoin d'avoir des prestataires de qualité et de démarrer au bon moment. Et là, on est début septembre, c'est le bon moment, ça va commencer à être rapidement trop tard. Et on s'en parlait un peu juste avant, on se disait, souvent, les candidats viennent nous voir trop tard. Ils arrivent 2 mois avant, ils nous disent... Quand il y a le problème qui est là. J'ai un problème, vous pouvez m'aider ? Bien sûr que je peux vous aider, c'est notre boulot, mais... c'est maintenant qu'on vous aide. C'est ça. Est-ce que faire du porte-à-porte 3 semaines avant, faut le faire, mais c'est compliqué. Commencer une nouvelle stratégie de communication, des nouveaux messages 2 mois avant, début janvier, c'est compliqué quand on est primo-candidat, quand on est outsider ou challenger. Mais même quand on est sortant, c'est-à-dire que il faut dissocier la déclaration de candidature officielle du choix des prestataires et d'être prêt. C'est-à-dire qu'il faut être prêt le plus tôt possible. Si jamais vous voulez changer d'avis et démarrer la campagne 2 semaines plus tôt, faut être prêt. Et là, il n'y a pas 36 000 options. Hein. Il faut avoir des bons prestataires qui savent ce qu'ils font et qui font les choses correctement. Et on en vient rapidement à comment on choisit ce bon prestataire. Oui, parce que toi et ça, moi, c'est l'essentiel. Voilà. Ça aussi, hein, on parlait d'argent public pour certains et d'argent. On voit bien aujourd'hui les prestations qui sont effectuées et ça, c'est un sujet. Et toi et moi, on veut proposer la meilleure prestation et au juste prix parce que des fois, ça prend des proportions totalement décalées. Et puis surtout, cet argent n'est pas mis au bon endroit. Bien sûr. Voilà. Encore une fois, on parle d'énergie, mais c'est l'énergie dans sa globalité. Hein. C'est comment je mets aussi mon argent à bon escient dans une campagne et que je me fais pas non plus avoir sur des prestations qui pourraient être beaucoup plus simplifiées aujourd'hui avec les nouvelles technologies et à disposition. C'est vraiment important de payer le juste prix pour la bonne prestation. Il y a beaucoup trop de prestations. On en voit, toi et moi, des devis qui sont horriblement cher pour un niveau de qualité qui n'est évidemment pas à la hauteur, d'agences qui ne sont pas spécialisées en communication politique, de comment on fait de la communication à destination des électeurs, et puis finalement comment on mobilise de l'électorat. Payer 4 ou 5 fois le prix réel de la valeur de ce qu'on propose, parce que c'est une grande agence, parce que ils ont pignon sur rue, parce que ils ont fait la dernière pub pour le parfum tendance. Ça ne fait que rassurer l'ego. Bien sûr, et ça permet pas de gagner l'élection. C'est malheureux, mais il faut le bon prestataire au bon prix. Et ça, je pense que pour choisir le prestataire, il y a des choses qui sont évidemment très simples. Est-ce que ils ont l'expérience des élections ? Est-ce qu'ils ont déjà fait des campagnes ou pas ? Est-ce que le prestataire en question, il est disponible le soir, le week-end ? Est-ce que le dimanche du premier tour, il sera disponible à 1h du mat ou 2h du mat pour lire ensemble les premiers résultats et commencer à avancer ? Oui ou non ? Parce que si on démarre à 9h du mat pour dire « voilà, je me réveille, attendez, je prends mon café, je regarde le mail, ah oui, bon, vous avez fait ce résultat-là, très bien, je vais travailler, je vais demander à mon graphiste de faire votre document. Le document, il arrive à 14h, c'est pas forcément ça, on fait les retouches, ça part à l'impression le lendemain. Vous avez perdu 24 heures. Tandis qu'avec nous, ils ont quand même un avantage considérable, c'est que le soir même, on peut bosser les documents, on dort dessus, et à 9h, on relit le document qu'on a produit dans la nuit, et avant midi, c'est parti à l'imprimeur. Globalement, le soir même, le premier document peut être acté dès le lundi soir, là où vos concurrents sont encore en train de réfléchir à mais quelle couleur je mets sur... Soit c'est professionnel, soit ça l'est pas. Et toi et moi, on a encore beaucoup de leviers et de surprises sur la façon dont on accompagne les candidats. Donc, on vous invite à nous appeler pour découvrir ce qu'on est en capacité de vous proposer sur mesure,
au regard en fait de vos objectifs et des collectivités sur lesquelles vous travaillez. Et moi, je vais aussi terminer en annonçant que pour ceux qui n'ont pas encore vu passer, je fais une journée de formation le 22 septembre à la Garde républicaine, une journée de formation justement sur ce travail de l'incarnation du discours, en travaillant sur la levée des blocages, mais aussi sur la traduction du discours concrètement parlant et face caméra. Voilà, avec Antonin Lesson, qui est spécialiste de la prise de parole face caméra, et avec Isabelle Lemarchand, qui en fait est spécialiste justement de tout ce qui est levée des blocages et travail énergétique pour tout l'impact du non-verbal et du paraverbal que je ne cesse de répéter. Et donc, je vous invite, voilà, à prendre contact avec nous rapidement, parce que là, ça va se jouer, ça va commencer à être le timing pour se précipiter et commencer à poser les choses et commencer à travailler. Et en tout cas, merci Aurélien, c'était un plaisir. Merci. On aura encore l'occasion de pouvoir partager nos différentes expériences avec les différents candidats, je pense, prochainement. En tout cas, merci encore. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter assez vite pour qu'on puisse se mettre en ordre de marche à vos côtés. Merci Magali. À bientôt. Bientôt.